France Inter, le 18-20, Fabienne Synthès. Après 2 années particulières ballottées par la crise sanitaire, enfin, les élèves de terminale vont passer à partir de mercredi après-demain les épreuves écrites des enseignements de spécialité qui font l'essentiel de la réforme du bac, avec peut-être le grand oral. En retard, certes, par rapport à ce qui est censé être la marche normale des épreuves désormais. La date, c'est mars, nous sommes en mai. Les discussions sur l'état de préparation n'ont été que moyennement apaisées par ce report d'ailleurs, et on y viendra probablement. Mais enfin, les épreuves vont donc se dérouler à l'écrit. Rappelons qu'elles comptent pour 32% de la note finale au bac. Et c'est donc l'occasion de regarder ce qui a votre préférence, jeunes gens. Sans surprise, dans le tiercé figure toujours mathématiques, sciences économiques et sociales, physique, chimie, mais l'histoire géo vient s'intercaler avant les SVT, et les langues gagnent aussi du terrain. Preuve que le réflexe de ceux qui ont essuyé les plâtres de la rentrée 2019, ceux qui disaient « je choisis des spécialités qui de fait recréent les sections de terminale telles qu'elles existaient avant », ce réflexe donc est peut-être en train de se tasser, même s'il reste fort. 37,7% des élèves ont choisi les maths contre 41,2% la première fois. Moins 3 points pour la physique-chimie, plus 3 pour les sciences économiques et sociales, plus 2 pour l'histoire géo. Il nous dit quoi, ce découpage ? Il nous dit que les élèves savent désormais que quand on prend une spécialité, il y a du niveau. C'est le cas en maths, il faut suivre. Les premiers ont payé pour voir. Il nous dit peut-être aussi que les choix des jeunes gens sont désormais moins stratégiques, que les futurs bacheliers savent mieux ne pas essayer à tout prix de deviner ce qui fera plaisir à une école ou à une fac quand viendra Parcoursup. Appelez-nous d'ailleurs pour nous dire ce que vous en pensez, vous qui êtes peut-être en pleine révision. Tiens, ça vous fera une pause. Ce qu'il faut noter aussi quand même, c'est à quel point ces choix sont genrés. Aux garçons, les sciences, aux filles, les sciences humaines. Les choix sont aussi un véritable marqueur social. À la veille de ces premières épreuves, en tout cas, vos avis et questions sont les bienvenus. C'est le téléphone sonne ce soir. Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. Et pour entamer cette discussion, le premier c'est vous, Benoît. Bonsoir, bienvenue Benoît. Oui, bonsoir. On vous écoute. Oui, alors juste un petit témoignage justement pour comparer mon fils et ma fille. Donc ma fille a passé le bac il y a 4 ans et mon fils actuellement. Et ce que je constate, c'est que mon fils est actuellement très stressé par le bac. Elle a été stressée en fait depuis son année de première avec l'introduction du contrôle continu. Pour nous parents, c'est une réforme assez peu compréhensible, et vous venez de rappeler d'ailleurs le pourcentage de la note des spécialités, et je vous remercie parce c'est vrai qu'on a du mal à y voir clair. Et voilà, enfin beaucoup de stress, en tout cas une année vraiment marquée par beaucoup de stress pour mon fils. Et des options qui ressemblent à quoi d'ailleurs, tant que je vous tiens Benoît, pour votre fils ? Enfin, des spécialités, pardon. Les spécialités, effectivement, c'est un programme qui a l'air très exigeant. Peut-être un peu trop chargé d'après ce qu'il me dit, et également, enfin ce que je note par rapport à ma fille, c'est que il y avait beaucoup plus de dispositifs en demi-groupe pour les guider, pour réviser, etc. Et mon fils n'a plus du tout ce type de dispositif dans son emploi du temps. Donc c'est vrai que même pour préparer le bac, ça a l'air compliqué. Et est-ce qu'il a choisi la même triplette, pardon, c'est comme ça qu'on dit, que tout le monde, c'est-à-dire beaucoup de maths et sciences, ou est-ce qu'il est plutôt dans un côté plus littéraire ? Il a choisi quoi ? Enfin, il a choisi en terminale donc la doublette SES maths. Oui. D'accord, ok. Merci beaucoup pour cette entrée en matière, Benoît, et pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Amandine Houillon est avec nous. Bonsoir. Vous êtes enseignante de sciences économiques et sociales à Villefranche-sur-Saône. Vous êtes aussi membre du bureau national de l'association des professeurs de SES. Donc, Pierre Mathieu est là avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de Sciences Po Lille. C'est aussi vous l'initiateur de cette réforme du bac. Merci d'être avec nous. Et Sonia Princet nous accompagne. Bonsoir Sonia. Bonsoir. Journaliste spécialiste éducation à France Inter. J'ai commencé avec vous, Amandine Houillon, qui voyait des élèves stressés peut-être tous les jours devant vous. Est-ce que vous les trouvez plus stressés cette fois-ci, qu'on est en plus dans le vrai, pardon, parce que les précédents n'étaient pas faux, j'y mets des guillemets, mais dans le vrai bac, les vraies épreuves écrites, vous les sentez plus stressés que les générations précédentes ? On les sent effectivement très stressés, comme l'auditeur le signalait, par ce contrôle continu depuis la première. Nous, en spécialité, il y a surtout cet élément de stress qui est ce calendrier qui est absolument intenable. C'est-à-dire que jusqu'à fin janvier, on était sur la préparation d'épreuves de mars.
pour vous donner une idée, nous, avec l'assaut d'épreuves de SES, on fait des enquêtes auprès de nos collègues, et donc on s'est rendu compte qu'à la mi-décembre, à la veille des vacances d'hiver, 7% seulement des collègues arrivaient vraiment à suivre le rythme du programme. Donc on était là où il faudrait être pour arriver jusqu'en mars. Donc on a ces programmes qui sont intenables et qui, de fait, du coup, laissent toute une partie des élèves au bord de la route. Alors c'est vrai que c'est la première année que ça se passe vraiment à l'écrit, etc. Mais précédemment, on a quand même espéré que ces épreuves allaient exister avant de devoir y renoncer à cause du Covid. Est-ce que déjà vous aviez senti que c'était trop lourd? Est-ce que ce message-là, il était monté plus haut ou pas? Ah, bien entendu, on l'a senti très rapidement. C'est pas juste les effets du Covid. On sent que le problème, il est structurel, et on a alerté très tôt sur la lourdeur des programmes, leur technicité aussi. Nous, en sciences économiques et sociales, on a des concepts très compliqués qui sont un peu calqués sur ce qui est fait dans le supérieur. Or, nos élèves, pour la plupart, ils vont pas devenir spécialistes en sciences économiques, en sciences sociales, ou même en sciences politiques. Ils vont aller dans d'autres formations, et on a besoin aussi de formation citoyenne. C'est aussi à ça qu'elle sert notre discipline. Donc, on a perdu ce côté-là, et comme je le disais avant, il y a des élèves qui arrivent à suivre, et pour les élèves avec lesquels on a besoin de prendre plus de temps sur la méthodologie, comprendre des données, ça n'a rien d'évident, d'autant plus que beaucoup d'entre eux ne font plus de mathématiques. Ce temps-là, on l'a plus. Avant de vous laisser répondre, Pierre Mathieu, je voudrais qu'on écoute Myriam, qui est prof et qui est sur la même ligne, donc profitons-en. Bonsoir Myriam. Oui, bonsoir. On vous écoute. Myriam, donc ça fait 35 ans que j'enseigne les sciences économiques et sociales à Nantes, et je rejoins totalement à 100% Amandine. Effectivement, c'est la première fois que j'ai vraiment le sentiment de maltraiter mes élèves, maltraiter au sens propre du terme. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois que j'ai autant d'élèves qui sont obligés d'aller suivre des traitements de psychothérapie, d'aller chez des psychiatres, parfois demander des temps pour pouvoir tout simplement souffler, parce qu'on ne leur laisse plus de temps d'assimiler. Voilà, les programmes sont d'une densité absolument effrayante, et les exigences de l'évaluation, la dissertation, on n'a aucun moyen. On a perdu tous les dédoublements. C'est ce que disait le père d'élève, Benoît, tout à l'heure. C'est effectivement, on n'a plus de moyens d'avoir des petits groupes pour travailler la méthodologie de manière sereine. Et donc, les professeurs sont sous pression, les élèves aussi, et avoir anticipé les épreuves au mois de mars, mais je trouve ça totalement intenable. Si vous aviez un mois et demi de plus, Myriam, je pose la question en regardant Amandine Houillon aussi, si vous aviez un mois et demi de plus et qu'on couplait avec les épreuves basiques à partir du mois de juin, les philo, etc., vous auriez fini le programme ou pas ? Ah évidemment, mais en fait c'est ce qu'on réclame. Enfin, c'est ce qu'on réclame depuis le début. On voit bien que c'est pas tenable. Et moi, je ne comprends pas pourquoi on a anticipé les épreuves au mois de mars. Ça n'a aucun sens pédagogiquement, et ça n'a aucun sens. Si on veut préparer les élèves à la formation supérieure, il faut remettre les 2 épreuves de spécialité au mois de juin, en même temps que la philosophie, et en plus, on aura le temps de corriger de manière sereine aussi, parce que là, on se trouve encore dans un porte-à-faux. C'est-à-dire qu'on va corriger nos élèves, qu'on va corriger le bac. En même temps, on nous demande de continuer les cours, et ça c'est absolument pas tenable. On peut pas. Moi, je ne sais pas faire. Très clairement, je ne sais pas faire. Quand je corrige le bac, je veux corriger dans la linéarité. Je veux pouvoir corriger tous les élèves de la même manière, et je peux pas faire 2 heures de correction et aller ne pas continuer les cours à côté. Myriam, merci beaucoup. Pierre Mathieu, pourquoi est-ce qu'il fallait absolument, parce que il faut rappeler qu'on est au mois de mai, normalement c'était mars. Donc effectivement, c'était même encore plus tôt. Est-ce que c'est vraiment un casus belli, ça ? Pourquoi on se dit pas, on conserve les spécialités, parce qu'on y viendra. Les élèves aiment ça, par ailleurs. Enfin, il y en a qui prennent beaucoup de plaisir dans leur spécialité. On y viendra évidemment. C'est quoi Est-ce que c'est vraiment un casus belli de se dire, ok, on met ça en juin comme le reste ? J'ai combien de temps là ? Parce qu'il y a eu au moins 10 questions différentes et 10 remarques différentes. D'abord le stress, si vous me permettez. Faut pas me faire croire que lorsque toutes les épreuves avaient lieu en quelques jours au mois de juin, les élèves n'étaient pas stressés. C'était un marronnier médiatique, le stress des élèves. Donc faut arrêter. On refera quand même un sujet stress au mois de juin. 2, le Covid. Le Covid a quand même bouleverser la donne en termes de stress de la jeunesse française, aussi bien au lycée, au collège, dans l'enseignement supérieur. Donc on a affaire effectivement, et je ne pense pas que ce soit la réforme du bac qui fasse que de plus en plus d'élèves au lycée vont voir des psys. C'est aussi lié au Covid, aux enseignements à distance, etc. Faut, je pense, essayer d'être un petit peu plus calme par rapport à tout cela. Ensuite, la date. Alors, la date. Écoutez, c'est très très simple. L'idée est que si les épreuves
sont prévus au mois de mars, avec, je le dis tout de suite ici, des programmes d'examen qui ne sont pas les programmes de l'année. D'accord ? Donc les professeurs savent les chapitres qu'ils doivent avoir préparés pour les épreuves de mars ou cette année de mai. Donc il ne s'agit pas au mois de mars de faire passer aux élèves l'ensemble du programme qui est prévu pour une année d'études. C'est juste une remarque que je fais ici. Et s'agissant des programmes, je rappelle que à chaque fois qu'on fait des programmes, on commence par dire qu'ils sont super, au bout de quelques temps, les professeurs disent qu'ils sont infaisables, et après c'est extraordinairement compliqué d'obtenir des professeurs, de savoir ce qu'on doit abandonner dans les programmes qu'on a mis en place, d'accord ? Et je précise ici, puisque je m'occupe du comité de suivi du bac, qu'on va entamer à la rentrée prochaine, si je m'en occupe encore, et j'en sais rien, une évaluation des programmes, puisqu'en fait on ne les a jamais menés jusqu'au bout, notamment à cause de la Covid. Mais je comprends ce que vous dites, Pierre Mathieu, on y reviendra d'ailleurs sur le contenu qui est censé s'arrêter au mois de mars, mais vraiment pardon de reposer cette question naïvement, est-ce que ce serait vraiment un casus belli si on se disait on conserve la structure, on conserve les spécialités, on conserve les doublettes, triplettes, la spécialité abandonnée entre 2 années, etc. On conserve tout, mais on coupe tout ça aux autres épreuves de juin. Donc je vais expliquer. Quand les épreuves ont été reportées au mois de mai, en janvier dernier, les élus lycéens en France ont protesté en disant on veut que les épreuves aient lieu au mois de mars. Je le rappelle quand même, c'est les professeurs qui demandaient à ce que les épreuves soient reportées, les élèves souhaitaient qu'elles soient maintenues au mois de mars. Pourquoi on a mis les épreuves au mois de mars ? Pas pour embêter les professeurs, pas pour embêter les élèves, pas pour embêter les parents. Pour une raison extrêmement simple, c'est que pour que les notes obtenues par les élèves à ces 2 épreuves, vous l'avez rappelé, 32% du baccalauréat, épreuves nationales sur des sujets nationaux, corrigés de manière anonyme, comptent dans Parcoursup, soit pris en compte dans Parcoursup. Si on ne le fait pas, si on continue à organiser les épreuves au mois de juin, ça veut dire quoi très concrètement ? Ça veut dire que les décisions d'affectation des élèves dans l'enseignement supérieur seront prises uniquement sur le livret scolaire et le contrôle continu, sans aucune prise en compte des notes obtenues à des épreuves nationales du baccalauréat. D'accord ? C'est pour ça qu'on l'avait mis au mois de mars. Moi, c'est une proposition qu'on avait faite avec Jean-Michel Blanquer. On l'a pas fait pour faire exprès de faire ça. Alors pourquoi à la mi-mars ? Parce que tout le mois d'avril est pris jusque début mai par les vacances. Donc il n'est pas possible, du fait de l'étalement des vacances, d'organiser ça jusque aujourd'hui, puisque les Parisiens ont repris les cours hier, n'est-ce pas ? Donc on est obligé de le faire au mois de mars parce qu'il faut un temps de correction. Et la collègue qui a pris la parole après, je rappelle quand même qu'il y a 4 demi-journées qui ont été attribuées là pour permettre aux collègues de corriger. Donc je vois pas pourquoi la collègue dit qu'elle peut pas corriger en même temps qu'elle fait les cours, puisque elle a des demi-journées. Alors soit elle le sait pas et c'est embêtant, soit elle le sait et elle a raconté un petit peu n'importe quoi à l'antenne. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on le fait au mois de mars. Non, si on ne le fait pas, n'importe quoi, Monsieur Mathieu, elle veut juste avoir un temps de correction et un temps de cours. Elle a 4 demi-journées sur son temps de cours qui lui sont affectées pour qu'elle puisse corriger ses copies. Et en plus, le nombre de copies à corriger par professeur a été abaissé cette année. Et donc je termine en disant, si on continuait à organiser tout au mois de juin, d'abord vous pourriez faire une émission avec des élèves qui diraient je suis extrêmement stressé parce qu'en quelques jours je passe plein d'épreuves. Ensuite, ça voudrait dire qu'au moment où les élèves passeraient les épreuves, pour 90% d'entre eux, ils auraient leur place dans l'enseignement supérieur déjà annoncée, sans que les épreuves terminales du baccalauréat servent à quoi que ce soit pour leur orientation dans l'enseignement supérieur. Là-dessus, sur l'orientation et Parcoursup, Amandine Houillon. Oui, alors cet argument de la sélection, on nous le ressort très souvent. En fait, il faut peut-être se poser la question des priorités. Est-ce que notre priorité, notre objectif prioritaire, c'est de sélectionner les élèves les plus performants, donc plus performants dès le début de l'année, pour qu'ils puissent accéder aux formations les plus élitistes, faut le dire comme c'est, les plus sélectives, ou est-ce que notre objectif, c'est de former l'ensemble des élèves à réussir dans le supérieur ? Pardon de vous couper, mais eux, les élèves, ont envie forcément d'être admis dans l'établissement ou la fac ou l'école qu'ils ont choisie. Oui, bien entendu. Mais alors, ce problème de sélection, en fait, on en parle depuis quelques années parce qu'il y a un problème dans le supérieur. Et là, on est en train d'adapter le bac et le lycée à des problèmes structurels du supérieur, sans remettre en cause ce problème de sélection qui est lié à un manque de moyens dans le supérieur qui n'a pas suivi l'augmentation des effectifs. Sonia, là-dessus. Oui, il faut se souvenir aussi que quand les épreuves avaient lieu à la fin au mois de juin, justement, les notes n'étaient pas prises en compte dans Parcoursup et il y avait beaucoup d'élèves au 3e trimestre qui se laissaient aller, qui allaient au bac, qui bachotaient, etc. Mais il y avait ça aussi, ce 3e trimestre était des fois un peu tronqué. Donc c'était aussi une façon de mettre ces épreuves au mois de mars, effectivement, pour que ça soit pris en compte dans Parcoursup, mais aussi une façon de permettre aux élèves de travailler aussi toute l'année, quoi. Alors, je suis un peu en désaccord là-dessus, parce que notre expérience de terrain, elle est vraiment pas celle-ci. C'est-à-dire qu'on a des élèves, le baccalauréat, il y a une puissance symbolique, c'est le premier grade de diplôme de l'enseignement supérieur, et ça a cette force, et les élèves, de fait, ne se démobilisaient pas du tout.
tout. Donc voilà, c'est ça pour avoir le bac, parce que que disaient certains chefs d'établissement. Ils se démobilisent pas pour avoir. Et c'est pas qu'ils se démobilisent au moment du bac, puisqu'il faut bien l'avoir. C'est l'idée de se dire, je m'en fous, le coup de collier, c'est je le donne sur une épreuve. En fait, au bout du compte, c'est ça aussi ma stratégie, en fait. Et honnêtement, on a tous eu cette stratégie-là, non pour être tout à fait honnête, Amandine Houillon. Alors, toutes les générations qui passent le bac ont eu un moment cette stratégie qui dit, je laisse tomber les derniers cours et je donne tout sur l'épreuve du bac. Oui, et ce qu'on observe en fait là aussi de la même manière en mars et en mai, en fait. Donc là, il y a absolument aucun changement, mais simplement, j'aurais revenir sur le temps nécessaire aux apprentissages. L'année terminale, c'est quand même une année un peu particulière et je pense que les profs et peut-être que les parents d'élèves l'observent aussi. C'est vraiment un moment où il se passe quelque chose. Il y a une forme d'éclosion peut-être intellectuelle et ça prend du temps en fait et ça prend un temps qui est incompressible. Et voilà, ce temps-là, on en a besoin et il y a des élèves pour qui ça prend plus de temps que d'autres et on peut pas décider qu'en mars, stop, ce sera fait. Mais est-ce que ce serait mieux quand même de les mettre, de mettre toutes ces épreuves avec, donc on rappelle les coefficients, hein, donc ces 2 épreuves de spécialité, ces coefficients 16 chacune sur un total de 100 points. Est-ce que c'est mieux de mettre toutes les épreuves au mois de juin avec donc ces 2 grosses spécialités plus la philo plus le grand oral? Oui, nous on demande vraiment à remettre ces épreuves en juin. L'impératif, l'ambition, c'est aussi de préparer les élèves au supérieur. On a un taux d'échec à la fac qui est important. Nous, ce qu'on veut, c'est préparer les élèves à passer des partiels, à savoir faire des dissertations, comme le soulignait la collègue tout à l'heure. Et ça prend énormément de temps. Travailler la dissertation là en terminale, c'est vraiment dur et ça prend du temps. Ça prend du temps, ces savoirs-là. Pierre Mathieu, je sais que vous voulez intervenir. Je vous entends piaffer de l'autre côté à Lille, chez France Bleu Nord, qu'on salue au passage d'ailleurs. Allez-y, je vous en prie. Non, mais je suis désolé, c'est compliqué effectivement quand on ne voit pas ses interlocuteurs. Oui, toujours. Bien entendu, mais je vous oublie pas, je vous le promets. Non, mais j'essaye de dire des choses un petit peu en vrac. D'abord, ok, on stresse par rapport au baccalauréat. Je rappelle quand même que le taux de réussite au baccalauréat est supérieur à 90% maintenant, donc il est logique de stresser, c'est une épreuve fondatrice. Je pense que les élèves cette année stressent aussi parce que du fait de la Covid, ils ont été beaucoup moins habitués que leurs camarades d'avant à passer des épreuves blanches, des vraies épreuves, etc. Donc ça a des conséquences quand même sur eux. Ensuite, je voudrais revenir un petit peu en arrière sur dire non, les notes, c'est pas uniquement pour les filières sélectives de l'enseignement supérieur, c'est pour l'affectation de l'ensemble des élèves dans l'enseignement supérieur. On a chaque année 900 000 dossiers sur Parcoursup. Il y a plusieurs millions de vœux, y compris les filières pas sélectives. Besoin. Moi, je suis dans l'enseignement supérieur. Évidemment, je suis dans une école qui recrute par concours, mais les BTS, les collègues qui sont en charge des BTS, des IUT et des L1 disent on a besoin dans l'évaluation des dossiers des élèves, c'est bien d'avoir des notes obtenues à des épreuves nationales en plus d'avoir des notes de livret scolaire et des notes de contrôle continu. Donc c'est pas simplement pour les classes prépa, c'est pour l'ensemble du système. D'accord ? Et moi je vais vous dire quelque chose, je pense que si on rebasculait toutes les épreuves en juin, ça appartiendrait éventuellement à un nouveau ministre, dans 5 ans il n'y a plus de bac. Il y aura plus de bac parce que au moment de passer les épreuves du baccalauréat, les élèves auront leur affectation dans l'enseignement supérieur, donc ça ne servira plus à rien. Donc j'insiste sur ce paradoxe peut-être pour ma collègue de SES qui est présente dans le studio, c'est que en mettant les épreuves en mars, il me semble qu'on revalorise le baccalauréat en rééquilibrant la puissance symbolique du bac par rapport à la puissance symbolique de Parcoursup. Voilà, je suis désolé. Après, je le rappelle, les élèves une fois qu'ils ont passé le bac en SES par exemple en mars ou en mai cette année, mais en mars, ils ont du temps ensuite pour continuer les apprentissages, ne serait-ce que parce qu'ils ont le grand oral à passer au mois de juin qui porte notamment sur cette matière de spécialité. Et ils apprennent à maîtriser une autre compétence qu'ils ne maîtrisaient pas jusque-là, qui est la compétence de l'oralité, qui n'était absolument pas travaillée au lycée jusque-là et qui était importante dans l'enseignement supérieur. Et je pense qu'il y a un lien entre le lycée et l'enseignement supérieur. Le baccalauréat, c'est bien sûr le diplôme de fin d'études secondaires, c'est aussi le diplôme qui vous connecte à l'enseignement supérieur. Il faut essayer de gérer les deux. Et on a un énorme enjeu d'affectation des élèves dans l'enseignement supérieur. Pas uniquement dans les filières sélectives. Le fameux grand oral, Pierre Mathieu, on y viendra dans un instant parce qu'il y a un certain nombre de questions là-dessus. Je voudrais qu'on change de spécialité puisqu'il y a beaucoup de profs au standard. Logiquement, ce soir, voici Jérôme qui est prof de physique. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous m'entendez ? Oui, absolument. Allez-y. Alors, je travaille sur le bassin grenoblois. D'abord, je tiens à dire toutes mes félicitations à France Inter pour la qualité de ses émissions. Et puis, je voulais apporter un témoignage concernant le rapport Mathian, qui, de mon point de vue, a été un peu trahi par la réforme. Parce qu'initialement, il devait y avoir une mineure. Et en spécialité, cette mineure s'est transformée en spécialité abandonnée. Il y avait 3 épreuves au début et une abandonnée, alors qu'il devait y avoir 3 spécialités, dont une spécialité mineure. C'est ça. Okay. Le point aussi qu'on peut regretter, c'est que Parcoursup soit si tôt. Parce que le fait d'avoir des notes de l'épreuve nationale dans Parcoursup, ça c'est très très positif.
Le seul problème, c'est que c'est très tôt. Avec un algorithme un peu moins bête, un algorithme avec des vœux classés, ça aurait été mieux. Enfin, c'est mon point de vue. Mais je comprends pas pourquoi ça aurait été mieux d'ailleurs, pardon, mais je vois pas ce que ça changerait en fait. Il y a Sonia qui me fait non avec la tête. Il peut dire oui avec la tête. Parce que non, c'est Sonia, pas Monsieur Mathieu que je ne vois pas. En fait, le fait d'avoir des vœux classés, ça permet de faire remonter beaucoup plus rapidement les élèves jusqu'à leurs vœux qu'ils vont accepter de manière définitive. Oui. Là, on a des vœux qui sont pas classés. Et pendant donc ah oui, ça y est, j'ai compris. Pardon, d'accord, ça y est, j'ai compris. Et ça dure vraiment longtemps. Ouais, d'accord. Ce qui fait que ça oblige Parcoursup à commencer vraiment très tôt dans l'année. D'accord. Et ça, c'est dommage parce que ça met les épreuves mi-mars, enfin en temps normal. Ça mettra les élèves les épreuves mi-mars. Et ça, c'est beaucoup trop tôt. Merci, on a compris ce que vous disiez, Jérôme. J'ai bien entendu, pardon, il m'a fallu un certain temps, mais je vois bien effectivement ce que vous dites. Sonia Princet, pardon, moi ce que je constate, c'est que quand on demande aux professeurs au lycée, ça colle mal avec Parcoursup. Quand on regarde Parcoursup, on dit oui, mais Parcoursup c'est trop tôt, ou alors c'est trop tard, ou alors c'est... Enfin, pardon, mais à un moment, il va bien falloir trancher, et c'est... pour le coup, ce qui a été fait sur des dates, sur des moments, sur des instants, et sur ce qui compte pour le choix à un moment des écoles ou des facs, non? Alors peut-être la solution, ce serait d'adapter les programmes justement, parce qu'on va peut-être venir sur peut-être sur le fond aussi de ces spécialités, c'est-à-dire que effectivement le programme là en terminale, il est vu entre septembre et mars, c'est très court. Peut-être qu'il faudrait adapter les programmes ou commencer plus tôt, commencer dès la seconde, je ne sais pas. Enfin voilà, ou en tout cas peut-être faire en sorte que les élèves acquièrent justement la notion de dissertation plus tôt. Alors c'est vrai que les 2 années de Covid ont beaucoup perturbé les apprentissages et il y a beaucoup de professeurs qui disent que les élèves ne sont pas au point sur la dissertation. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut acquérir plus tôt. Alors, avant de vous poser la question, Amandine Houillon, moi, Pierre Mathieu, j'aimerais vous la poser à l'envers. C'est-à-dire, honnêtement, là, au stade où on en est, c'est la 3e fois que les élèves font des vœux. Qu'est-ce que vous dites, vous? Oui, là, ça marche vraiment bien. Ou est-ce que vous dites, en revanche, ouais, là, peut-être qu'il peut y avoir une forme d'amélioration? Parce que il y a un comité de suivi, évidemment. Ou est-ce que vous diriez que on peut essayer de penser un poil différemment pour la prochaine fournée, si je puis dire, de gamins? Oui, d'abord, comme ça vient d'être dit, je suis d'accord sur la question des programmes. D'ailleurs, ma collègue de SES le sait, puisque je travaille avec l'APSES, il faut qu'on regarde les programmes et effectivement faire en sorte que les programmes soient un peu allégés, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il va falloir faire des choix, et choisir, c'est évidemment se faire des gens qui choisir, c'est c'est quelque chose. Mais comment dire, sur Parcoursup, en fait, le choix qui a été fait, c'est de faire en sorte que, on va dire au 14 juillet, 99,9% des élèves aient une place quelque part dans l'enseignement supérieur pour leur permettre à la rentrée, parce que dans l'enseignement supérieur, maintenant, la rentrée, c'est le 1er septembre. Quand j'ai commencé ma carrière, c'était à peu près à la Toussaint. Donc, il faut que les élèves, au 14 juillet, aient leur place. Pour qu'ils aient leur place en rétro-planning, effectivement, comme l'a dit le collègue de physique de Grenoble, on a mis les épreuves de spécialité au mois de mars. Alors, il a raison. Je dis, on a regardé, on bosse beaucoup avec Parcoursup. Moi, je travaille en étroite collaboration avec Jérôme Teilhard, le patron de Parcoursup. On a regardé les jours qu'on pouvait gagner pour essayer de faire en sorte quand même que les épreuves, elles aient lieu plus tard qu'au mois de mars. Sauf que, comme je l'ai dit avant, il y a le tunnel des vacances de Pâques. Donc, vous voyez, si jamais on essaye d'aller jusque tout début avril, ça pourrait le faire. Sauf que les professeurs, une partie d'entre eux vont dire on peut pas corriger parce qu'on est en vacances. Et ensuite, hop, on bascule au mois de mai. Et si on bascule au mois de mai, on ne peut pas rendre les réponses Parcoursup avant août, c'est-à-dire avant septembre. Et à ce moment-là, il faut faire la rentrée de l'enseignement supérieur en octobre. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut gagner du temps. Le collègue a expliqué effectivement qu'entre APB et Parcoursup, on a supprimé le classement des vœux. Donc c'est-à-dire que les élèves aujourd'hui font 10 vœux, mais ils ne les classent pas hiérarchiquement. C'est vrai, je le dis ici, moi je pense que si au moins on leur disait ok, vous faites 10 vœux, mais il y en a 3 que vous classez 1, 2, 3, qui sont vraiment vos vœux préférés, si l'élève a le vœu 1, automatiquement la plateforme lui attribue ce vœu et c'est terminé, c'est joué. Aujourd'hui, il peut attendre. Ouais, il attend les 10 pour pouvoir faire son choix derrière dans la foulée. Mais attention, donc on peut gagner un peu de temps. Mais je pense qu'on peut pas gagner un temps fou et que avec les vacances de Pâques en plein milieu, je crois quand même qu'on est un petit peu coincé. Voilà. Est-ce qu'on est coincé par les vacances de Pâques, Amandine Houillon? Oui, j'aimerais bien revenir sur la question des programmes puisqu'on l'a évoqué. Ces programmes qui sont effectivement lourds. Alors comme le soulignait Pierre Mathieu tout à l'heure, l'ensemble du programme n'est pas à traiter avant les épreuves de mars. Donc ce qui se passe, c'est que d'une part, on a des programmes qui sont nous tournants d'année paire, année impaire. Donc par exemple, nous en sciences économiques et sociales, en année impaire, on parle des politiques
de lutte contre le chômage, et puis en année paire, on parle des mutations du travail et de l'emploi, et puis on fait jamais les deux ensemble. Parce que ce qui se passe après mars, clairement, les chapitres qui nous restent à voir, ça va être compliqué puisque il y a le grand oral à préparer. Pierre Mathieu l'expliquait tout à l'heure. Un grand oral qui n'a pas tant de préparation dédiée. Donc, il faudra aussi nous dire quand on fait ça, puisque nous, on est tout à fait favorable à une épreuve orale et il faut absolument que l'école, le lycée prépare les élèves à la pratique de l'oral. Sauf que mettre en place un examen oral sans temps de préparation dédié, en se disant que ça va améliorer la pratique orale des élèves, c'est de l'ordre de la pensée magique. Oui, mais attendez, pardon, j'ai pas compris ce que vous disiez avant. Donc j'ai bien compris qu'il y a les années paires et les années impaires, et alors, qu'est-ce que ça change au fait que les épreuves peuvent avoir lieu au mois de mars et pas au mois d'avril? C'est-à-dire qu'on va pas traiter tous les ans le même programme. Ouais. Les chapitres qui sont obligatoirement à traiter avant le mois de mars, qui sont les chapitres qui sont véritablement traités puisqu'on n'a pas trop le temps de faire les autres, vont changer d'une année sur l'autre. Donc tous les élèves ne voient pas la même chose. Puis il y a un gros problème de cohérence. Du coup, par exemple, sur la question, comme l'exemple que je prenais du travail et de l'emploi, c'est traité sous un angle purement économique une année, purement sociologique l'autre. Nous, ça nous pose problème parce que on est vraiment attaché à cette approche par objet et à l'idée de comprendre un même objet, ici le travail, l'emploi, avec une approche réellement interdisciplinaire. Qui est le suivant? C'est Marilène la suivante. Bonsoir Marilène. Oui, bonsoir. On vous écoute. Oui, moi je tenais à intervenir au regard des premiers commentaires de professeurs parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ce que j'ai entendu. Moi je travaille dans un lycée, on est 2 à enseigner la géopolitique et ça fait 2 années nous travaillons en binôme. Nous avons tenu les délais les 2 fois. Voilà, je voulais le dire, sans bâcler le programme. On n'a pas eu la sensation du tout d'avoir bâclé le programme. Et d'autre part, nous, on trouve que le programme est bien pensé, qu'il amène une belle réflexion des élèves sur le monde qui les entoure. Avant, les élèves, ils se contentaient d'apprendre leurs cours et les sujets du bac étaient souvent les titres des chapitres. Ça n'amenait aucune réflexion. C'était simplement une reprise du cours du prof. Aujourd'hui, ce sont des vraies questions de synthèse et des sujets qui sont tombés la semaine dernière en Polynésie le montrent. Ce sont des vraies synthèses qui amènent une vraie réflexion des élèves. Et ça, c'est quand même ce qu'on demande aujourd'hui à des élèves, de savoir réfléchir face au monde qui les entoure. Donc nous, on trouve ce programme vraiment bien réfléchi. Et puis, on trouve pas les élèves plus stressés. Alors là, absolument pas. Encore aujourd'hui, je leur ai dit que quand même, ils sont pas plus stressés. Ils étaient beaucoup plus stressés lorsqu'ils avaient toutes les épreuves concentrées sur une semaine. Donc, le stress n'est pas une science exacte et d'un lycée à l'autre et d'un élève à l'autre. Heureusement, évidemment que ça change. Moi, pardon de le dire comme ça, mais le stress c'est bien aussi quand on va s'attaquer aux études supérieures. Mais c'est une parenthèse. Moi, ce que je voudrais savoir justement, au regard de ce que dit Sonia, cette professeure qu'on vient d'entendre, c'est: est-ce que vous avez le sentiment, est-ce qu'on a le sentiment au bout de 3 ans que les élèves se sont accaparés ces spécialités, qu'elles sont, je le disais tout à l'heure, moins stratégiques peut-être qu'elles pouvaient l'être au regard de ce qui se passera à Parcoursup? Est-ce que vraiment on le prend avec du plaisir, comme le disait ce professeur, ou est-ce que c'est toujours très compliqué et au fond on recrée les sections L, ES et S telles que c'était le cas il y a encore 3 ans? Non, pas forcément, mais c'est vrai que les élèves sont quand même très intéressés par ces spécialités. Les programmes sont quand même plutôt intéressants, même s'ils sont lourds, on a bien dit, mais ils sont intéressants et c'est assez stimulant pour les élèves. Alors, et en plus, il faut rappeler que c'est un horaire quand même très important. En première, ils ont 4 heures par spécialité. En terminale, c'est 6 heures par spécialité. Donc, c'est un volume horaire important qui laisse le temps quand même d'approfondir les choses. Et souvent, les élèves sont plutôt intéressés par ces disciplines. Je vais vous poser la question à tous les deux, pour SES également, évidemment. Mais Pierre Mathieu, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, alors encore une fois, les 2 années précédentes, c'est compliqué vraiment à cause du Covid, c'est difficile d'avoir une vraie comparaison, mais que les élèves se sont appropriés ces spécialités, qu'ils sont plus dans l'envie de quelque chose que dans la pure stratégie? Oui, alors, ce qui m'interroge après ce que vient de dire de la collègue là qui téléphonait, c'est que c'est quand même frappant d'entendre des gens qui disent c'est la catastrophe et de ce qui disent c'est le paradis. Moi, je pense que la vérité, elle doit être quelque part entre les deux. Moi, j'ai plein de collègues de lycée qui me disent le programme est fait, les élèves sont prêts et ils sont pas stressés. Donc, je veux bien qu'il y ait un discours, disons en ce moment avec le Covid, avec plein de choses, avec peut-être aussi un petit peu d'hostilité au ministre, un discours qui a tendance à vouloir dégommer la réforme. Mais bon, voilà. Après, on n'a pas encore de données il faut être honnête. On n'a pas donné. On a une enquête qu'on a menée auprès de filles pour essayer de
comprendre pourquoi elles ne prenaient pas les matières scientifiques. Et c'est dans cette enquête-là, qui est une enquête sur cohorte assez importante, ça nous a donné des informations par rapport à votre question, Madame Sintès. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que les filles qui ont répondu, donc que des filles, elles disent qu'elles sont assez satisfaites de l'organisation que ça suppose pour elles, et que ça leur pose pas tant de problèmes que ça de laisser une spécialité à la fin de la première, et qu'elles se retrouvent globalement dans la réforme. Le problème, c'est qu'elles prennent pas assez les matières scientifiques. Ça, c'est un autre enjeu qui relève d'un autre téléphone sonne. Mais voilà, globalement, on a ce type de réponse. Et du côté des lycéens, je me répète, il n'y a pas d'enquête, mais en tout cas, on a une forme de satisfaction. Et c'est vrai aussi que ça les amène probablement plus tôt à s'interroger sur ce qu'ils vont être amenés à faire dans l'enseignement supérieur et aux vœux qu'ils vont faire dans Parcoursup. Je trouve que c'est plutôt pas mal de tourner, vous voyez, en quelque sorte, le lycée vers l'enseignement supérieur au travers de ce type d'incitation. Amandine Houillon, est-ce que vous les sentez plus motivés ou motivés différemment, en tout cas, que les élèves que vous aviez avant la réforme? Alors, on avait des élèves en série économique et sociale pour lesquels c'était déjà un choix. Les séries, c'était aussi un choix. Et nous, on avait déjà des élèves intéressés, donc on voit pas tellement la différence là-dessus. Oui. Allez-y, pardon. Non, je pensais. Non, mais c'est bon. Non, mais si vous aviez fini, pardonnez-moi. J'en étais pas sûre. Je voudrais qu'on écoute Olivier. Bonsoir, Olivier. Oui, bonsoir. On vous écoute. Je suis parent d'élève d'un enfant qui est en bac techno, donc vous n'en avez pas parlé encore jusqu'à présent, qui sont des bacs dont les spécialités sont déjà prédéfinies. Ouais. Donc lui, il est en STI 2D, c'est technologie du développement durable. Il a donc des épreuves mardi et mercredi avec des coefficients 14 et 16 qui sont relativement élevés. Et derrière, sur Parcoursup, il a choisi exclusivement des formations de type BTS ou BUT qui sont relativement en conformité avec ce qu'il a fait comme formation. Donc il n'est pas stressé et il a fait une formation jusqu'à présent qui lui convenait dans sa spécialité et il envisage de faire une poursuite d'études derrière qui convient à sa formation de terminale. Donc les bacs techno sont des bacs qui sont aussi très intéressants pour des élèves qui éventuellement n'ont pas choisi ou en tout cas ou qui ont plutôt choisi des spécialités qui les intéressent parce que c'est déjà préformaté et c'est très intéressant. Merci beaucoup Olivier, c'est important Pierre Mathieu de parler de ces élèves qui sont évidemment en bac pro. Oui, en bac techno. En bac techno. Le bac techno a été moins réformé, voire peu réformé par rapport au bac général pour des raisons. J'aurais pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais voilà. Et c'est vrai que STI 2D, par exemple, est un bac techno qui est extrêmement bien positionné. Et on a, depuis quelques années, mis en place des quotas de places pour les bacheliers techno dans les IUT, notamment pour leur permettre d'obtenir des places. Donc là, le fils de votre interlocuteur, là, aura une place très probablement. Et je pense qu'on oublie de dire qu'effectivement, le bac, on parle en France beaucoup du bac général, alors qu'il y a le bac techno et le bac pro, et qu'au total, le bac techno plus le bac pro, c'est plus d'élèves que le bac général. Mais bon, le bac général, c'est plutôt le bac, vous voyez, des gens, des journalistes, des profs, de moi, de mes enfants, etc. Donc c'est vrai que ça intéresse beaucoup plus. Mais le bac techno est très bien positionné, et il faut insister sur le fait que bac techno et bac pro, en France, il y a des filières extrêmement intéressantes, vers lesquelles les élèves doivent se diriger, plutôt que parfois être en difficulté en bac général. C'est important de le rappeler ce soir, je crois. Vous en avez parlé il y a un instant, Amandine Houillon, de ce fameux grand oral. C'est la question de Raphaël. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir. On vous écoute. Voilà, c'était pas une question, c'était plus un témoignage, puisque j'ai passé mon bac l'année dernière, j'ai passé mon grand oral, bac général mathématiques, physique, chimie plutôt. Et du coup, voilà, j'avais passé mon grand oral et j'avais eu un peu une sorte de déception parce que, vous savez, grand oral, il y a 2 sujets à préparer. Et ce qui est tentant de faire, c'est d'avoir un sujet incroyable, original, bien travaillé, et un autre sujet un peu plus bateau, on va dire. Ouais. Et voilà, du coup, j'ai préparé un sujet très original qui m'avait beaucoup plu en physique-chimie, et un autre sujet qui alliait physique-chimie et mathématiques. Et le problème, c'est que je suis tombé sur le sujet moins travaillé, et j'étais un peu paniqué parce que du coup, c'était le sujet que je maîtrisais moins, et donc voilà. Du coup, je voulais transmettre ce message aux futurs bacheliers qui nous écoutent. Révisez bien vos 2 sujets, même celui qui vous intéresse le moins. Sujets, c'est ça. Oui, merci Raphaël, et j'espère que ça s'est bien passé derrière pour vous cette première année d'études supérieures. Amandine Houillon, c'est un conseil que vous donnez aussi à vos élèves. Ne vous apesantissez pas forcément uniquement sur le sujet que vous préférez dans ce fameux grand oral. Évidemment, mais c'est vrai qu'on est assez embêté en fait de cette forme d'aléatoire, être interrogé sur un sujet et pas sur un autre, sur le fait que seulement 5 minutes sont
consacrée à la présentation de cette question, donc autant que sur la présentation du projet d'orientation. Alors que voilà, c'est un projet qui a été travaillé. Effectivement, c'est hyper intéressant de pouvoir aller sur un projet, sur une question vraiment personnelle, et on trouve qu'on n'est pas vraiment allé au bout et que cette épreuve orale, elle est quand même à repenser. Mais pardon. Et la difficulté supplémentaire, c'est que cette année, les élèves se sont beaucoup focalisés sur les épreuves écrites qui arrivent en mai, et ils vont avoir très peu de temps pour préparer vraiment ce grand oral. Alors cette année, mais comme toutes les autres, puisque comme je le disais tout à l'heure, aucun temps dédié n'a été prévu quand même à la préparation de ce grand oral, et les programmes courent quand même jusqu'à la fin de l'année. Donc on est toujours en attente de ce temps de préparation dédié. On avait finalement auparavant, alors une épreuve qui également n'était pas parfaite, mais qui était celle des travaux personnels encadrés en classe de première. On avait un temps de préparation dédié, on avait une épreuve orale, donc c'est pas tout à fait quelque chose de nouveau. C'est la grande frousse parfois des lycéens, Pierre Mathieu, que ce grand oral. Je pense qu'ils y vont avec appétence en fait, parce que c'est une épreuve intéressante, et en même temps avec l'estomac très très noué. Il faudrait essayer de dénouer un peu ça. Oui, mais vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi du stress positif. Il faut aussi apprendre à gérer son stress et à ne pas trop stresser dans ce stress, parce qu'après tout, ce n'est que 10% du total du baccalauréat, donc ça va aller, tout va bien se passer. Ensuite, il faut pas faire d'impasse non plus. C'est comme pour le bac de français. Hein. On a tous des souvenirs d'avoir fait des impasses et de s'être fait allumer parce qu'on avait fait des impasses. et après, sur la durée, ma collègue vient de le dire au début dans le rapport que j'avais remis au ministre. Moi, j'espérais une épreuve d'une demi-heure. Voilà. Mais le problème, c'est que si vous faites une demi-heure fois des centaines de milliers de candidats, au 14 juillet, on n'a pas terminé. Donc les 20 minutes par élève, c'est le résultat de ce constat qu'on a beaucoup d'élèves à faire passer, qu'on n'arrivait pas à les faire passer dans un délai qui était un délai correct, si vous voulez. C'est ça la raison. Parfois, il y a des contraintes. Et dernière chose, sur le temps dédié. Oui, juste sur le temps dédié, je rappelle que dans un certain nombre de lycées, je suis désolé de le dire, il y a du temps dédié. Moi, je vais dans des lycées, je discute avec des collègues, avec des pairs dires, avec des personnels de direction. Il y a des établissements dans lesquels il y a du temps dédié et où les élèves sont préparés spécifiquement à cela, et dans d'autres lycées, non, parce qu'il y a d'autres choix qui sont faits sur l'utilisation de ce qu'on appelle la dotation horaire. On met plus d'options, on met plus de doublettes de spécialités, donc on mange des heures qu'on ne consacre pas à ce temps dédié. Voilà, il y a aussi des choix qui sont faits dans les établissements qui ont ce type de conséquences. Et je vous promets qu'on y reviendra, notamment probablement au moment du grand oral. Je me souviens d'un téléphone sonné l'année dernière déjà qui avait été passionnant sur ce sujet. On y reviendra, c'est promis, avec vous et avec d'autres. Merci mille fois.